Bonjour François Emasto, merci d'avoir accepté cet entretien à la BNF sur le site Richelieu. Pouvez-vous, dans un premier temps, vous présenter et comment vous vous êtes rencontrés? Beru, ça naît le 19 février 1983 à l'usine Palicao. Et en juin, Toto il nous rejoint un peu avant d'ailleurs, mais en juin, on fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on fait une première répétition avec du saxo, qui est d'ailleurs dans les archives. Et Toto place son saxo sur ce qui va devenir le premier album. Après, Toto part à New York, à notre grand regret, puisqu'en fait, nous, on doit changer de saxophone. Je ne sais pas si Pascal lui jouait sur un ténor, plutôt. Un ténor. Donc on change de tonalité. Et puis il savait jouer, il avait un son. Et Pascal Kung Fu, qui jouait avec des artistes de variété d'ailleurs, et avec d'autres groupes, nous rejoint et Masto revient en fait des États-Unis et il réintègre Beru et Noir. Beru et Noir au départ c'est quasiment un duo avec Laurent et on s'est transformé en trépied, c'est-à-dire qu'on est sans Masto ça marche pas et donc voilà, donc on forme une bonne trilogie, voilà. Ça fait plaisir. Donc, tous les deux, vous avez déposé une partie de vos archives à la Bibliothèque nationale de France et je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé ce dépôt, comment ça s'est fait et si vous pouvez nous présenter aussi les archives que vous avez déposées. La raison pour laquelle on a pu donner nos archives, elle est multiple, elle est à la fois de type personnel, dans le sens où comment léguer ça à nos enfants, on a des enfants tous les deux, et comment gérer ce passé qui est compliqué, et puis... Donc ça faisait sens en fait, ça faisait sens de léguer quelque chose à une institution comme la BNF, et Laurent lui était assez opposé, il reste opposé à cette démarche, pour des raisons peut-être personnelles et plus politiques, c'est une démarche anti-étatique. Pour moi, la question ne se posait pas. Hein. Enfin, on en a discuté pas mal avec Toto. Je te tends la perche pour que tu rebondisses, mais c'est un peu... Sur cette question d'une institution étatique, c'est... par exemple, Laurent, il évoquait « Je suis un enfant de l'État et je me bats contre ça », comme une sorte de slogan et un rejet. Mais l'État, c'est lui, et puis c'est nous aussi, et puis c'est toi. Donc... Et puis l'État, c'est l'école publique, et puis c'est l'hôpital public, c'est les urgences, c'est ça l'État. Toto vient de souligner cette phrase que j'ai écrite, donc je suis un enfant de l'État et je me bats contre ça, mais elle a été écrite dans un contexte. Dans un contexte, et dans le morceau Fils d'eux, c'est quand même lié à une période ultra répressive. On sort des années de plomb en Europe avec les Brigades Rouges, avec la fraction Armée Rouge, avec Action Directe en France. Et on est dans une période où on sent bien que nous, les punks, les petits punks qui sont dans la rue, on est tout le temps pourchassés. Et donc l'État, c'est ça aussi, c'est le côté répressif. Alors on se bat contre ça, forcément, mais il y a un espoir puisque la lutte est possible. C'est ça tout le paradoxe du mouvement punk en Occident, c'est on n'est pas en Iran, on n'est pas en Chine, on n'est pas dans des États ultra-autoritaires qui nous font disparaître. On a une marge de manœuvre qui permet d'exister, et ce geste de donner ces archives, c'est aussi une preuve d'existence. C'est une preuve d'existence, une trace de résistance, et une trace de résistance aussi. Ouais. On est quand même dans une société qui dégénère, mais complètement sur ce terrain-là. La première période, évidemment, c'est le punk, c'est ça, c'est le collage, c'est le do-it-yourself. Il y a toutes mes influences de l'époque là-dedans, c'est juste hallucinant. Voilà, ça va de Portier de nuit jusqu'à Taxi Driver, en passant par la bande à Bader, et puis toute l'imagerie punk, les Dames, les Clash, les Pistols, Asphalt Jungle, Metal Urbain, enfin il y a tous ces groupes qui nous ont inspirés et attirés par leur énergie, leur capacité à s'insurger, leur capacité à défendre leur credo. En fait, il y a un effort de contextualisation, de recontextualisation qui est nécessaire. On est bien avant Internet, Internet n'existe pas déjà, les téléphones portables n'existent pas. La seule façon de se caricaturer soi-même et de faire des selfies, c'est le photomaton qui est dans la rue.
Et on prenait assez peu de photos, en fait, de nous, parce que ça coûtait cher de prendre des photos et de les développer. Et donc on a des traces, mais la photomaton est eu la plus belle trace. Oui. Est-ce qu'il y aurait un objet emblématique pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant? Je dirais peut-être celui-là, parce que celui-là, c'est un masque noir, c'est le tout premier. Avant même d'avoir l'existence de masques fabriqués, c'était ce masque noir qu'on peut retrouver dans Portier de nuit, qu'on peut retrouver dans les films de Lilia Cavani, qu'on peut retrouver dans la Commedia dell'arte, on peut retrouver voilà, c'est quelque chose de particulier, ce masque, parce qu'il cache, c'est juste autour du regard, donc il a et puis il était très pratique pour chanter. Et puis c'est un masque, on se cache aussi derrière. Et moi j'aime bien ce côté-là dans Berruyer Noir, c'est-à-dire en avance masqué sur des thématiques différentes, et le masque est très pratique. Partout ce chant de révolte. Faites-le résonner. Allez, il faut qu'on l'entende. Jusqu'à Fleury-Mérogis. Vivre libre ou mourir. Jusqu'à Fresnes et toutes les putains de centrales. Ouvrez la cage, prenez la rage. Et toi, Masto? Là, sur la table, franchement, je flash sur Sonnet parce que ce que je vois Fanfan avec Sonnet dans quelque chose d'assez fier, d'assez engagé, d'assez sauvage, physique aussi. Voilà, donc il me donne comme ça, il me fait un sourire de quelque chose de très, très fier et puissant. Et des fois, on en manquait parce qu'on se faisait plus casser la gueule qu'autre chose. Hein. Et ça, évidemment, c'est l'inspiration d'Orange Mécanique. Alors, il y a d'autres membres dans le groupe. Il y a Dédé. La boîte à rythme. Ça, c'est la version bleue. Voilà. Et puis, on a évoqué la Raya comme notre grande famille, dont on est tous issus, et tous les groupes sont issus de ce chaudron. Moi, j'ai su plus tard que le mot Raya, ça veut dire troupeau en turc. C'est un mot turc. Je ne savais pas à l'époque. Et dans la Raya resserrée du groupe, il y a les deux Titi, il y a Elno et Lol, évidemment, Jojo, Mickey et plein d'autres, Michboul et plein d'autres qui sont venus. Ouais, c'était repartis. Enfin, voilà, c'était plein de gens. Hein, et c'est très important pour les Bérus. Une alliance spontanée je crois, de 250 personnes. Près, sur Paris, sur la région parisienne, qui regroupait toutes sortes de tribus différentes en fait. Et des groupes comme Lucrate, des groupes post-punk. Et donc on se connaissait pas en fait, puisqu'on avait tous des pseudos. Des superlatifs. Voilà, Crapaud, Vérole, Cambouis. Eh ouais, c'est ça. C'est compliqué pour nous de retrouver parce que tout ça. Puis il y en a qui sont morts. Des morts, il y en a eu énormément. Parce que dans notre génération, sans téléphone, sans Internet et tout ça, c'est aussi une génération qui a été vraiment sacrifiée par l'État, et très sciemment, sur la question du sida. Qu'est-ce qui vous a influencé dans votre démarche musicale? Est-ce qu'il y a eu des collaborations aussi? L'influence, elle venait plus de groupes un peu mythiques, et ça passait par les cassettes, les disques, les découvertes, et on s'échangeait beaucoup la musique par les cassettes, où on se retrouvait devant les quelques rares magasins de vinyle, à trouver des imports de groupes anglais, beaucoup. Et là, oui, il y a des influences. Moi, les groupes qui m'ont le plus marqué, musicalement, il y a des groupes comme Buzzcocks, par exemple, qui ont été très importants, parce qu'il y a un côté trance qui est merveilleux. Et c'est ce côté presque chamanique, avec un son punk, et même punk presque un peu léger, hein. C'était pas des groupes gras et graves, mais il y avait ce côté chamanique qui était merveilleux. Et puis, par exemple, Crass, qui est un groupe ultra important de tout point de vue. Alors, avant tout, peut-être avec le recul pour l'engagement politique et la conscience, en premier, avant l'engagement, une conscience politique sur
des questions d'égalité, la question des femmes, la question de la nourriture, du respect des animaux, de mille choses. Donc ça, c'est un groupe qui nous a ouvert les yeux et qui nous a beaucoup soutenus et influencés pour donner du sens à une... Moi, je suis arrivé de l'adolescence sans imaginer un monde possible, presque sans rêve. Et c'est arrivé par les rencontres et par ces découvertes. Mais par moi-même, j'étais un petit peu flingué, perdu, quoi, en fait. Hein. Donc là, oui, il y a des influences qui sont fortes et très bonnes, et avec beaucoup de reconnaissance. Donc que ça soit dans de la joie musicale, purement musicale, qui met ton corps en route et qui transforme un groupe de personnes en une sorte d'animal unique, qui était les 100, 200, 500 personnes que ponnent à un concert. Et on n'est plus qu'un seul, et c'est merveilleux, des moments merveilleux. Et c'est mieux que de se faire taper dessus à la maison. Et des groupes comme Crass avec un discours politique. Et après, il y en a eu d'autres. Hein, et fédérateurs qui mettaient des mots aussi, et une joie intellectuelle et du possible. Est-ce que tu peux nous parler de la création, de la mise en place de Lucrate Milk? C'est né sur un gros malentendu. En fait, avec LOL, on taguait Lucrate Milk parce qu'on aimait bien, mais on ne faisait pas de musique, on n'avait pas d'instrument, on n'avait même pas idée d'en faire. Et un jour, dans la rue, on a croisé un mec, parce qu'on taguait beaucoup, et qui nous a dit « Ouais, j'ai vu les Lucrate et tout, c'est trop bien ». Alors, nous, ça nous a hyper vexés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, ok, on s'est senti un peu obligé de faire un groupe. Donc, mais un peu la mort dans l'âme, tu vois. Alors, de quoi, qu'est-ce qu'on va jouer et tout ça? Alors, moi, le sax, c'était l'instrument mortifère par excellence. Et quand j'écoutais Philippe, du jazz, et que je voulais me suicider tous les jours quand j'étais petit, donc j'ai dit à LOL, ok, bon, je vais faire du sax. Et il me dit, oh, ouais, génial. Et je dis, et toi? Il me dit, ben... Et lui, il avait un problème aux oreilles, les fréquences basses, ça lui faisait mal, ça lui détruisait le cerveau. Il m'a dit, bon, ben, je vais faire de la basse. Alors, on fait, ok, ouais, génial. Et donc, on est parti comme ça. C'est pour ça qu'on les aime. Hein. Et après, il passait un concours pour rentrer aux Arts Déco. Et là, il me dit, oh là là, j'ai vu une queponne, elle est trop belle et tout ça, viens, viens. Alors, on a été à la sortie au midi, à la sortie du concours le lendemain. Et on lui a dit, ouais, tu veux chanter avec nous? Et elle a fait, oui, d'accord, ta gueule. Et hop, et après on avait un copain, Gabo, qui faisait du judo, le ceinture noire, tout ça. Et on lui a demandé s'il voulait faire la batterie, et puis il a dit, ouais, super. Il n'avait jamais joué. Donc voilà, c'est né vraiment sur un truc, personne faisait de musique, et c'était pas tout à fait le propos. Et après, on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait. Nous, on voulait faire... du exploited, tu vois, de anti-Power League ou je sais pas quoi, enfin on voulait faire du gros quepon, du gros oi, mais on savait pas. Donc on a fait une pauvre musique, aiguë, comme ça, complètement, je sais pas, un petit peu psychotique, barré. Les gens étaient contents, il y avait plein de gens au concert et ça trépignait dans tous les sens. Tous les gens qu'on rejetait un peu de la société française, et puis nous on se sentait un peu comme eux en fait. Donc du coup ça nous... On était assez empathique envers. Et puis le punk, c'était ça, c'était on fait de la musique, mais on ne sait pas jouer, et on prend, ce que tu dis, c'est très vrai, on prend des éléments et on y va. Donc on a, moi culturellement, je suis plus ancré dans le rock'n'roll parce que je suis passé de Eddie Cochran à Heartbreakers et puis à des groupes no wave, et la scène new-yorkaise est importante, avec des groupes comme Suicide, et Suicide, c'est quand même le duo incroyable avec une boîte à rythme, un petit... Voilà, et puis un chanteur fou. Enfin, Alan Vega, un artiste et un chanteur fou. Et donc, ça nous intéressait beaucoup d'expérimenter ça, tout en... Évidemment, on était toujours un peu sur le fil rouge, et on faisait attention de ne pas basculer dans la folie ou dans la psychiatrie ou dans... Voilà. Mais de traverser ces expériences. J'en reviens sur Nina Childress, qui est quand même une égérie de la scène de cette époque. Et moi, ça me fait penser que le rôle des femmes dans cette scène punk était quand même très important. On avait quand même Patti Smith aux États-Unis, Lydia Lunch,
qui est terrible, qui est une artiste de la confrontation, et Siouxsie en Angleterre. Et Siouxsie c'était pareil, c'était une espèce de comment dirais-je, c'était une prêtresse. Et polystyrène. Et polystyrène de X-Ray Spex. Et ça, c'était vachement intéressant quand même de voir comment les filles prenaient la scène et se ne laissaient pas du tout faire. Donc on avait pour moi, c'était le prémisse des Riot Girls plus tard dans les années 90, où il y avait quand même... Et ça, moi, ça m'a marqué parce que elles avaient un look, elles avaient une façon de s'imposer qui était dans un monde quand même globalement masculin où le rock'n'roll était quand même bien parfois lourdingue ou stéréotypé. Et vous côtoyez plusieurs groupes, notamment dans les studios de répétition et d'enregistrement. Vous pouvez nous en parler un peu, ces studios? On a pris, nous, nos quartiers dans les frigos. On a répété souvent dans les frigos. Ah oui, les frigos, c'était vraiment un lieu avec... Bon, déjà, il y avait un théâtre, des salles de concert, plein de locaux de répétition, un studio d'enregistrement où on a fait... WW, le grand studio WW, avec Patrick Wandrich. Pour recontextualiser, effectivement, non seulement Internet n'existe pas, mais les outils pratiques pour monter, pour faire du montage, pour enregistrer n'existent pas. Donc on a la cassette audio. Et sinon, quand on enregistre, on est sur des bandes, d'abord des grosses bandes qui retracent après sur des petites bandes, et puis le montage se fait au cutter, en biseau. C'est-à-dire que pour passer d'un titre à un autre, on laisse 2 secondes et un coup de biseau. Enfin, on revoit un peu le travail de Patrick Wandrich, c'est impressionnant. Hein. Et les magnétos, c'était les grosses Tudor, je crois. Ouais, c'est ça. Des bandes, je ne me rappelle plus le format, c'était quoi. Les multipistes sont comme ça. 2 pouces, enfin, ouais. Et les bandes, c'était toujours les mêmes qui servaient pour les autres groupes, c'était effacé derrière parce que c'était cher. Donc nous, on était très dépendants en fait de l'ingéniosité de l'ingénieur. Et souvent, c'était des gens plus âgés, qui avaient une autre culture musicale, soit qui écoutaient, je sais pas moi, Yes ou des trucs comme ça. Donc nous, on arrive avec une boîte et puis un truc, c'est quoi ce truc? Comment je vais mixer ça, quoi? Enfin, tu vois, il y a une... Et Wandrich, il a bien senti ça. Tout était discuté. Nous, on veut ce grain-là, ce truc-là. Et donc, c'était très compliqué, parce qu'aujourd'hui, le grain que tu veux, que tu le bidouilles. Et tu fais ça très facilement. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Donc, on pouvait se planter complètement. Et d'ailleurs, Abracadaboom, ça a été un des problèmes d'Abracadaboom, c'est qu'il y avait trop de reverb et on ne pouvait pas revenir là-dessus. Donc, du coup, quand tu plantais le truc, tu plantais tout l'album. Et tu plantais éventuellement ton destin artistique, quoi. Enfin, tu vois, ça correspondait plus à ce que tu voulais faire. Et c'était vraiment intéressant à regarder. On dormait dans le studio aussi. Hein. C'est-à-dire, comme ça durait la nuit et ça durait longtemps, on dormait, il y avait de la moquette, on dormait à même la moquette avec un coussin. Et je me souviens de nuits où j'ai dormi parce que Laurent, lui, il était en train de titiller, faire des guitares, des machins, et au bout d'un moment, tu t'es fatigué. Donc on dort, et ça se termine à 4h du mat', et après, Wandrich revient le lendemain à 11h, et puis on refait pareil. Donc c'était assez intense comme travail. Et puis les prises, elles étaient aussi... on était obligé de jouer, chanter en vrai, et sur plus ou moins le morceau entier. Voilà, c'était pas comme maintenant, on prend un mot, on le sample, on le redécoupe et tout ça. Moi c'était un calvaire pour chanter, parce qu'il fallait tout à chaque fois être nickel, quoi. Maintenant, je fais un truc avec NSA, là, avec No Suicide Act. Bon, Lionel, il me dit, bon, ce mot-là, hop. C'était pas comme ça. Non, mais la prononciation et tout ça, la prosodie, elle devait être bien... Voilà, sinon tu plantais tout, quoi. Une riade de bambins livrent flamment leur manteau. Une ribambelle de nains foutent le feu dans le métro. Une armée de gamins qui brûlent les magasins. 3 millions d'essais, un diabolise en bouquin. Une concierge allumée fout le beau quartier. Le président fêlé entame l'Elysée. 3 secrétaires en chaleur cassent leur directeur. Une tribu de bonnes sœurs, incendie de Sacré-Cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passait le mastering? Alors le mastering, c'est la dernière étape importante en fait du résultat, mais il y avait plusieurs choses à voir. Il y avait d'abord, à l'époque, on sortait même rien en cassette, c'était que du vinyle, donc on faisait surtout une gravure. Un
un mastering, mais une gravure qui était dans un studio particulier où nous, on ne comprenait rien parce que c'était quelque chose de très technique, où on te passait Oui, qui était lié à l'épaisseur du qui était lié à vinyle, avec l'épaisseur, une machine qui gravait vraiment, c'était le master, l'objet master, la matrice, quoi, comme un plâtre pour des bronzes ou des fonderies. Enfin. Après, quand est arrivé le CD dans les années 90, là, il y a eu du mastering. Mais là, c'est un peu ce qu'on disait avec Toto. C'est, par exemple, on allait à Translab. Alors là, on avait quelque chose de très, très brillant et de très fort et de très, comment dirais-je, satisfaisant à l'écoute. Mais en réalité, on ne savait pas ce qu'allait sortir réellement de cette écoute. Oui, c'est une étape qui était... C'était très valorisant, mais on ne pouvait pas savoir réellement sur un petit magnéto ce que ça allait donner. Je dirais que d'abord, les gens qui faisaient du son, du rock en France, c'était très difficile. On n'avait pas la même qualité de son que pouvaient avoir les anglo-saxons. Si tu écoutes un certain nombre d'albums, d'ailleurs c'est pour ça que Metal Urbain est parti à Londres à un moment donné, parce qu'il y avait vraiment justement une gravure et un enregistrement qui était plus professionnel, où on comprenait leur son. Donc chez Rose Trade, ils pouvaient sortir un truc chez Rose Trade, ça pétait. Or nous, dans nos petits studios, on avait du mal à retrouver. Je pense que les ingénieurs, c'est pas pour dire que les anglo-saxons étaient plus puissants ou quoi, ou les new-yorkais, mais il y avait quand même une connaissance du rock qui était plus profonde. Je sais pas comment te dire ça, mais... Il y a beaucoup de modes sur le son, selon les époques. Ouais, ça, c'est donc il y a 10 ans, quand on faisait des rééditions, ils nous doublaient des fréquences basses, ils bastonnaient les basses, et alors plus il y avait du bas, plus c'était génial, quoi. Et maintenant, on reprend les enregistrements d'époque et on enlève toutes ces basses de merde pour retrouver notre petit son énervé d'époque qui en fait est tout simplement le nôtre, quoi. Il est un peu, il est authentique. Et dans le rock, quand les Français ont découvert, les ingénieurs ont découvert la reverb, tu écoutes un album d'Oberkampf, il y avait de la reverb partout. Donc tu allais chez Garage, tu étais couvert de reverb. Et puis nous, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. On voulait plutôt un son qui soit incisif et qui en fait, il ne faut pas la sentir, la reverb. Si elle est là, elle doit être cachée. Elle doit pouvoir. Donc ça, c'était compliqué à avoir. Vous n'étiez pas affilié à un label, on va dire, connu. Comment ça se passait alors, du coup ? En tout cas, pour Berrurier Noir, le Berrurier Noir n'aurait jamais pu voir le jour et prendre cette dimension sans le label Visa, qui est Visuel, Images, Son, Archives, qui était dirigé par deux personnages assez iconoclastes de la scène, un anarchiste militant et un gars qui était tout à fait lambda, mais qui était plutôt dans le post-punk. Et moi, je me souviens avec Laurent, notre première cassette qu'on avait présentée à Canoë Productions, il nous avait dit « Non, mais attends, on ne va pas sortir ça. Il y a toujours l'aspect mercantile, ça ne va pas se vendre, c'est nul à chier, allez voir autre part. » Et Visa a tout de suite compris qu'il y avait un truc intéressant. Donc, quand on a organisé le concert du 19 février 1983, c'est eux qui l'ont organisé d'ailleurs, et ils l'ont enregistré. Et cet enregistrement est devenu la première cassette. Donc la première cassette du groupe, c'est un live. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'était l'énergie brute qui apparaissait. Jean-Yves Prieur, qui était le guitariste de Brigade, avec Vlad au chant, qui était un des premiers groupes, ont monté un label qui s'appelait Rock Radical Records. Donc ils ont sorti le premier 45 tours, Macadam Massacre, et c'était une galette qui a été tirée à 500 exemplaires. Mais c'était des tout petits labels, et ça partait, on mettait ça en vente, on distribuait ça dans des réseaux de disquaires souvent. C'est-à-dire qu'il y avait, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de disquaires, mais à l'époque il y avait peut-être des milliers de disquaires un peu partout dans toute la France. Donc tu envoyais 5 exemplaires chez un disquaire, et puis voilà, ça circulait comme ça. Et on faisait tout nous-mêmes, la pochette, donc l'enregistrement, la gravure, voilà. On voit en fait où est-ce qu'on peut trouver le disque. Donc tu vois, Crocodisque, on est la librairie parallèle, on est dans des réseaux qui acceptent de prendre du rock indépendant sur Paris ou sur la province. Et c'est des tout petits réseaux et ça va vite. Après nous, quand on jouait dans un bled, ça a pris beaucoup d'ampleur.
Sur les vinyles, souvent il y avait une recommandation aussi par rapport au prix, parce que nous on voulait qu'il ait un certain prix, et on écrivait parfois si jamais il est plus cher, volez-le, il doit coûter tant, et voilà, pas plus. Enfin. Ça, c'était une influence de Crass directement, hein, parce que Crass avait ce tampon Pay no more than up, et ça nous a beaucoup inspiré, ça. Bah après, Rockadical Records a grossi et s'est transformé en Bondage Records. Ce qui, du point de vue éthique, nous plaisait moins dans le rapport aux politiques, on pourrait dire. Et après, on a changé, non, on est resté jusqu'à Bondage, jusqu'à la fin, mais on a été en procès avec eux sur les derniers. Voilà. Donc on s'est réapproprié notre travail à partir de 87, de l'album Abracadaboom, là, donc tu peux voir les petites images, parce que Abracadaboom marque un tournant. C'est un album, on arrive un peu à une sorte d'acmé du groupe qui devient très populaire. On tourne dans des conditions assez effroyables. Ça fonctionne bien, mais on commence à se poser des questions sur Bondage et sur la façon dont est gérée les choses et sur les groupes aussi qui réintègrent ce circuit et qui nous plaisent moyennement en fait. Et on crée, en tout cas moi je suis à l'initiative du premier logo folklore de la zone mondiale qui veut marquer une dissidence avec ce que fait Bondage. Et ça c'est vraiment personnel, on rentre dans une troupe un peu clownesque et il y a une image qui commence à me déplaire en fait dans le groupe. Donc je me mets en retrait par rapport à ce qu'il y avait avant. Et pour l'organisation des tournées, des concerts, comment ça se passait? C'est vous qui aviez la main aussi? Au départ, c'est moi qui fais les contrats, on peut le voir, on en a des traces dans nos fonds, et après c'est Marsu qui signe les contrats pour nous et qui représente le groupe et qui fait les démarches. Donc Marsu est c'est notre propre agence de... Voilà, on développe notre propre agence en fait pour monter les tournées et pour passer un peu partout. On gère tout. Vous choisissiez scrupuleusement aussi les lieux de concert. Autant que faire se peut. Mais disons, on allait dans des lieux qui nous semblaient bien et pour des causes qui nous semblaient bien. Parfois, il y a des surprises. Parfois, on tombait sur des gens. Bon. C'est surtout des petites salles. Après, il y a des salles qui sont restées un peu mythiques dans la scène rock. Le Bikini à Toulouse, qui a changé après. Mais il y avait des salles comme ça qui avaient la salle d'ici les Moulineaux, qui est devenue le réacteur après. Enfin, il y avait toute une... Ou des petites salles de fête. Il y avait dans plein de petites salles. Des villes comme, je sais pas moi, et des Fumel, salles de fête, mais, et des salles de fête, tout à fait. Ouais. Mais, où les gens du coin arrivaient à organiser leurs concerts, et c'était des salles... On drainait quand même pas mal de monde, donc on pouvait pas être dans des... C'était compliqué de jouer dans des petits lieux. Donc il fallait quand même qu'il y ait 400, 500, 300... qu'il y ait un peu de place. Donc, et puis des squats, beaucoup, hein, évidemment. Et de plus en plus. Vous évoquiez les contrats. Alors c'était quoi vos exigences dans les contrats? C'était très basique. C'était un contrat qui tenait sur 2 pages peut-être au départ et puis après 4 pages, je ne sais pas, il faudra vérifier dans les archives. Mais non, c'était très basique. On demandait, il y avait le cachet, il y avait éventuellement une assurance, je ne suis même pas sûr. C'était très basique. Et en fait, ça nous importait assez peu en réalité. Donc il n'y avait pas cette notion de rentabilité à tout prix. Soit on se payait une partie sur soit il y avait un cachet fixe, soit on se payait à la place, soit on se payait sur le bar, soit voilà, ça dépendait en fait des configurations. Ce qui était important, c'était le prix des places pour les gens. Voilà, là on était farouche sur cette question-là. Et le respect, et puis le respect. Désarmer le public qui pouvait venir. Oui, il y avait quand même des conditions de sécurité à remplir. Des conditions de sécurité, oui. Qu'on a pris en charge aussi, ça a été important d'avoir notre propre service d'ordre. Et ça, c'est dès qu'on a pu, on a installé ça. Pourquoi c'était important? Parce que les services d'ordre, c'était souvent des gens issus de boîtes comme Rosebud ou autres qui étaient
des gens À l'époque, bien de c'était droite, des grosses brutes. KCP et tout ça, c'était des gros trucs. Ils faisaient les matchs de foot, donc ils étaient ravis d'aller casser du quepon le soir et tout ça, mais ils n'avaient aucun sens, ni aucun respect de ce qu'on était, de ce qu'on faisait, et certainement pas de notre public. Donc c'était archi pénible quoi, d'être aux mains de ces mecs-là et de les voir gérer les concerts comme ça et de ne pas laisser monter les gens sur scène, de ne pas laisser la fête se faire. Quoi. Donc voilà, on a créé notre propre service d'ordre qui faisait ça bien avec élégance et qui savait aussi être... Voilà, qui rassemblait des autonomes et des Redskins, qui était un mélange. Et ce qui était intéressant, c'est grâce à eux d'ailleurs si Berruet et Noir a pu prendre une ampleur comme ça, parce que sans cette protection, on n'aurait pas pu durer en fait. Il y avait trop d'agressions. Bombes lacrymo, cran d'arrêt, point américain, enfin, il y a des festivals où il y avait des sacs parce que les gens venaient à un concert et c'était un concert de rock et ça pouvait être problématique. Donc ils étaient désarmés et on rendait les outils à la fin, quoi. Est-ce qu'il y avait aussi des difficultés avec des personnes venues de l'extérieur? Je pense notamment au problème des skins qui pouvaient... Oui, c'est pour ça qu'on a eu ce SO. C'est pour ça qu'on a eu un SO qui agresse, parce que ces gars-là agressaient notre public. En dehors du match, de la période, voilà, donc c'était toujours des opérations un peu lâches et qui s'attaquaient à des gens faibles ou à des gens qui étaient pas du tout habitués à ce genre de rapport de force. Vous avez senti une montée en puissance de ces menaces ou Bien sûr. À partir de, je pense que 87-88, ça a été un peu l'apothéose, quoi. Avec des situations quand même un peu pénibles quand il y avait par exemple l'adresse, les prénoms et les horaires de l'école de nos enfants. Ça, c'est pas agréable. Sur le public, ouais, c'était diffusé sur des sites fachos et tout ça. Voilà. Des trucs comme ça. Donc ça, c'est désagréable. Voilà. On peut évoquer aussi l'évolution du groupe au départ. Donc il y avait toi, François, Laurent, la boîte à rythme, Masto est arrivé, et on voit que le groupe s'étoffe petit à petit. Tout à fait. Ouais, le groupe s'étoffe grâce aux tontons et aux titis. Donc on a d'abord, est-ce que c'est Tonton qui sont là déjà? Oui. Elno, il est déjà là. Hein. Oui. Ouais, il monte sur scène et puis il bugle. Et puis... Et LOL, après il arrive. Et LOL. Et puis on joue à Tours. Et puis il y a Titi l'a raconté dans un petit docu. Ah oui, parce que moi j'avais mon numéro de téléphone sur l'album de Concerto. C'était le numéro de chez ma mère. Donc Titi appelle chez ma mère, je peux parler à Fanfan, et est-ce qu'on peut venir à Tours à votre concert? Je dis bah oui, vous venez. Et donc après, elles se sont invitées carrément sur scène. Et quand on a vu ce qu'elles faisaient, des danses chamaniques un peu particulières, c'était quelque chose à voir, les Titi. Et c'était génial. Donc pour nous, c'était vraiment quelque chose d'important de ramener des filles dans ce paysage largement masculin. Ouais, mais jusqu'au bout, tout le temps, il y avait des gens qui montaient, qui descendaient, qui restaient un morceau, deux morceaux, qui faisaient les chœurs, une danse, qui repartaient. À notre dernier concert, à la fin, il y avait 400 personnes sur scène. Et donc sur scène, donc la place des costumes, des masques, ça c'est très important aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Ils sont fabriqués par vos soins? Ouais. Oui, on bricolait tous nos trucs, on bricole partageait. Tous nos trucs, Moi, j'ai hérité plein de trucs de Fanfan qui ne m'étaient plus, que j'ai réapprivoisé. Et sur scène, on avait chacun une malle qui était un petit peu notre maison, un petit peu une zone de confort. Et parfois, entre les morceaux, on se mettait accroupi devant notre malle pour se changer. Mais c'était aussi un petit lieu de confort, un tout petit lieu de confort comme ça, cette malle. Il y avait souvent la liste dessus aussi. Et puis voilà, on fouillait, on mettait nos mères, puis on repartait à l'attaque. La malle de Fanfan, c'était super bien plié. Ouais, je t'avoue que... Oh, waouh. Ok, je vais mettre ça. Voilà, c'était chacun... Là, moi, c'était organisé. Les masques étaient rangés par ordre d'apparition de la liste. Et en général, c'était assez organisé. Et l'univers du cirque vous a inspiré?
À un moment donné, on a essayé de voir si on pouvait faire des saltimbanques en réalité, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. LOL et Elno, ils avaient c'était vraiment des clowns, mais des clowns tragiques, mais avec des acrobaties incroyables. Dangereuses. Et dangereuses, et spontanées. Ouais. Pas du tout assurées, calculées, programmées. Genre, je sais pas, d'un seul coup, ils montent sur un des châteaux d'enceinte sur un côté, les lampes, ils se retrouvent à se déplacer sur les rails de lumière en haut de la salle. Avec un masque de renard. Avec un masque, s'électrocuter, se brûler, tomber. Après, il arrive jusqu'au rideau de scène, il s'accroche d'une main au rideau se déchire et le dépose sur scène, quoi. Et avec beaucoup de grâce et de la protection qui va avec la grâce. Vous avez aussi produit donc des pochettes d'albums, des affiches. Oui, globalement, en tout cas, les affiches et la scène alternative, c'est pas que nous, hein, c'est tout. Il y avait des graphistes dans tous les fanzines, dans tous les univers en réalité. Mais on faisait tout, ouais, on maîtrisait toute la chaîne. Disons que dans le groupe, il y avait quand même 3 personnes. Il y avait Fanfan qui faisait tout depuis le début, qui avait un univers graphique et qui a vraiment marqué le groupe du début jusqu'à maintenant. Et ce qu'il fait maintenant est toujours, je trouve, dans cette lignée. Il y a LOL, qui était quand même notre dessinateur, qui a fait tous les pochettes, plein de choses, des illustrations de partout. Enfin, voilà, qui est aussi devenu vraiment l'iconographie du groupe. C'est aussi lui, la bombe, les masques, toutes ces images-là. Et puis, moi qui pratiquais la photo, donc il pouvait donner des coups de main, faire aussi des photos de nous, de pochettes, de différentes choses pour des disques ou les affiches ou autres. Donc on était quand même 3 personnes un petit peu pertinentes dans de l'imagerie. Non mais voilà, on aimait bien, enfin, on était gourmands, quoi. On avait... ouais, on était Inconscient, gourmand. Oui, si, par rapport au passé, qui était dur d'un seul coup, on avait ouvert la porte au plaisir, quoi. Donc on y allait. On n'avait pas grand-chose sous la main. On avait de la colle, des ciseaux, des photocopies. Donc à partir de là, et puis un coup de crayon pour LOL, et puis un coup de flash et un coup d'appareil argentique pour Masto. Donc on est quand même dans des outils assez rudimentaires et qui ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Et vous avez publié un fanzine, Le Mouvement de la Jeunesse. Oui, alors ça, c'était une opération d'autopropagande. Raconte-nous ça. Non, mais on a toujours fait d'abord, on a toujours acheté des fanzines, répondu à des fanzines pour faire des entretiens, échanger des fanzines. Donc déjà, le fanzine était déjà présent même avant Berruyer Noir, mais il a explosé avec la scène alternative. Il y en a eu des centaines, et ils étaient disponibles dans les lieux, les disquaires, les librairies, dans des lieux alternatifs un peu partout, et à des prix modiques. Donc le fanzine, ce que je te disais, c'est un coup de ciseaux, coup de colle, du dessin, un peu d'ingéniosité. C'était du collage. C'était assez cinématographique, c'était assez graphique, ça pouvait partir dans tous les sens. Il y a les premiers fanzines queer qui sont sortis dans les années 80, avec Androzyne par exemple, et qui était avec du rose fluo à la bombe sur la couverture. Et tu avais des fanzines politiques, Molotov et Confetti, tu avais des fanzines qui étaient dans l'autonomie et qui développaient une... Donc voilà, il y a beaucoup de fanzines. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est pour ça que je te parle de créer sa propre agence de médias. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les magazines mainstream nous ignoraient complètement, ne s'intéressaient pas à l'émergence de ce mouvement-là. Donc on s'est dit, on va le créer nous-mêmes, notre machine de propagande, on va la créer nous-mêmes. Donc on a commencé à éditer des outils pour faire connaître le groupe et le faire comprendre nos démarches, et donc surtout des revues de presse, des choses comme ça. Donc on a commencé à éditer, et un qui vient de ressortir, qui a été réédité, là,
C'est un gros fanzine, enfin grosse compilation de plein de trucs qui étaient sortis dans la presse, qu'on s'était réapproprié, qu'on avait réintégré, qui s'appelait « À bien marrer hier soir, Berruyer Noir », et donc c'est une grosse compilation. Donc l'idée, c'était surtout de s'auto-promotionner. Après le mouvement de la jeunesse, c'est une deuxième étape. Il intervient quand le groupe est mainstream, entre guillemets, où il est quand même très très diffusé, et il y a un besoin de notre part d'arrêter le délire qui se propage dans la presse, c'est-à-dire de parler de la mode Beru, de faire de Berruyer Noir une sorte de produit marketing. Voilà, on aurait pu sortir nos docs marqués Berruyer Noir. Enfin, tu vois, on était dans ce genre de choses. Et il y a eu un moment, un besoin de se réapproprier le discours qui était tenu sur le groupe. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé le mouvement de la jeunesse. Et c'est une sortie de crise, parce que le groupe était rentré dans une crise avec une grève à l'intérieur du groupe. LOL s'était mis en grève, la Grande Titi est partie, faire un autre groupe avec Bruno et Ludwig, Titi et Nobru, et donc LOL et Elno était parti faire les Négresses Vertes. Donc on perd 3 personnes importantes du groupe, et on décide avec Masto, donc de se réapproprier ce chemin. C'était 1987 à peu près? Ouais, 87-89, c'est les deux dernières années. Donc le premier sort, je crois, en novembre 87, mais on est en sortie de crise. On dit, bon, maintenant, on reprend notre destin en main. Après, les fanzines, c'était quand même aussi de pouvoir parler d'autres choses. C'était pas que sur le groupe et de l'autopromotion. Bien sûr. On abordait des questions d'écologie, de la prison, les inégalités, les rapports hommes-femmes, les violences de toutes sortes. Des problèmes du monde aussi. La guerre, la géopolitique. Oui, voilà, plein de choses, avec peut-être beaucoup de naïveté parfois, mais de sincérité plutôt toujours. Voilà. Vous parliez de reprendre la main sur les médias aussi. Alors quel était votre rapport avec les médias mainstream? Alors la télé, on en a eu peu parce qu'on refusait que ce soit monté. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'on n'acceptait que les directs. Donc il n'y a pas eu énormément d'émissions, et heureusement parce qu'on n'est pas fort. On n'est pas fort à parler, on se fait manipuler. Ah non, on était des branques. On s'énerve, on bégaye. Donc on était absolument pas très fort. Pour nous, les médias avaient une image catastrophique. Enfin, je veux dire, donc on ne voulait pas vraiment rentrer là-dedans, dans ce jeu-là. Et à chaque fois qu'on y a été, ça a été une catastrophe. On a fait Ciel Montmardi, c'était voilà. Ouais, Canal, ça a été correct. Ouais, on était très mal à l'aise et on trouvait ça, enfin moi personnellement, je trouvais ça dangereux en plus. Donc je trouvais ça malaisant et dangereux pour notre image et ce qu'on voulait dire. Parce que c'était toujours déformé et toujours sujet à caricature. Donc du coup, je pense qu'on était c'était très ambivalent notre rapport avec les médias. On en avait peur et en même temps, on savait qu'on en avait un peu besoin, mais pas trop. Et voilà, donc c'était... Par contre, on a eu un soutien très direct, et ça c'est important à souligner, de la presse régionale. Donc on était beaucoup plus en phase à répondre à un entretien avec la presse régionale que de rentrer dans le jeu même de Best, Rock and Folk et tout ça. Quand même, on a eu un soutien très important de Best à un moment donné, parce que c'était un peu la guerre entre les deux magazines. À l'époque, on a eu un gars très discret qui est venu nous suivre sur une tournée. C'est Francis Dordor, avec qui d'ailleurs j'avais quelques acquaintances parce qu'il faisait du karaté, donc on discutait. Et un jour, il est parti en tournée avec nous, avec le camion, le fameux camion, tout ça, pour observer. En fait, il a fait de l'observation participante et il a produit une sorte d'article enquête à ce moment-là dans Best qui a été très important. On n'était pas très à l'aise avec les médias, franchement. C'était... Il y a les seuls médias qui vraiment... La radio. C'était les radios où là, on nous disait carte blanche, vous amenez vos disques, vous amenez vos trucs. Et là on était... Des vraies discussions, mettez nos sons, nos trucs. On associe Berruyer Noir au rock alternatif, plus particulièrement au mouvement punk. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette association? Bon, c'est des mots qui appartiennent à notre histoire, forcément. Donc on ne se pose pas forcément à chaque fois la question. Ce qui est important à dire, c'est que c'était très, très, très ouvert
musicalement, sur la pensée, sur les modes, sur les styles, sur l'art. Faut pas que le mot punk il rétrécisse notre propos à une imagerie très très cataloguée. On a même très très classifié, je voulais dire. Et on s'est même bien battu contre ça, contre tous ces formatages. Donc punk, ça veut absolument pas dire avoir un perf, un chien, une crête. C'est pas ça un punk. Punk, ça veut dire être curieux et mourir curieux. Donc c'est une notion très ouverte. Donc faut pas que ce mot soit réducteur. À partir de, si on le comprend bien comme ça, tout va bien. Et alternatif, ce que je trouve con, c'est que si ça reste lié à une époque, c'est dommage, parce que le mot, il devrait être permanent et pour tout le monde. Il faut tout le temps trouver des alternatives à tout ce qui se passe, à tous les mots, à tous les problèmes, à tous nos démons intérieurs, parce qu'on a tendance à accuser les autres, les violences, les guerriers, les chefs, tout ça, mais on peut aussi s'occuper de soi, hein, de nos violences, de nos désaccords, de nos manques de douceur. Donc les alternatives et l'alternative, c'est bien. Donc moi, j'ai pas envie que ça reste un mot maintenant historique, ça serait dommage, parce que c'est un mot important. Nous, en fait, on était un peu contre tout ce formatage, d'où la création du folklore de zone mondiale, en se définissant, nous, plus comme un groupe de folklore, issu d'un monde périurbain ou d'un monde urbanisé, mondialisé, complètement hybride et mélangé, plutôt que de se définir comme étant un groupe punk, post-punk, goth, after dark, tu vois ce que je veux dire. Mais on pouvait écouter DAF ou Nina Hagen en Allemagne et des trucs très très ou de la musique jamaïcaine ou plein de choses. En plus, ça va très vite. C'est-à-dire que le punk en France, on passe des concerts, d'abord des tout petits concerts de extra bal dans Rose Bonbon dans des années ou de métal urbain, et on va vite sur le Palace où tous les gros groupes punk passent, Bataclan, Palace, et puis après on arrive au ska. Après c'est le ska qui déferle sur la France. Donc les punks changent de look, mettent des petits pork pies, des petits chapeaux, et s'habillent tout en costume. Et voilà. Et puis il y a la scène goth qui se greffe dessus. Donc ça va très vite. En 3 ans, il y a tous les... Voilà, tu passes d'un mouvement à un autre sans frontières, tout est un peu mélangé. Le concept que Laurent a continué à développer, c'est rassemblons toutes nos tribus. C'est-à-dire que ça a été fédérateur. Et donc, les jeunesses marginalisées, tu prends le départ de Virginie Despentes, c'est un peu ça. C'est qu'elle a une bande en province, et puis ils viennent au concert des Berus, et on rassemble les marges. Et comme on a le même âge, entre nous et le public, il n'y a pas de... On est les mêmes en fait, enfin, c'est nos alter ego quelque part. Donc c'est des jeunes qui ont envie de puissance, d'énergie et puis qui s'approprient les morceaux. Parfois on est dépassé d'ailleurs par ce mouvement-là. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien. Les thèmes abordés dans vos chansons et votre participation à certains événements sont le reflet à la fois d'un contexte politique et économique violent. Et il y a une thématique que vous souhaitiez aborder, c'était les violences institutionnelles et policières. Plus généralement, c'est tout ce qui concerne l'enfermement. Et il y a une sorte de concept à la base de la création de Berrurier Noir qu'on avait discuté ensemble avec Laurent, qui était que le Berrurier, c'était le personnage de Sant'Antonio que tout le monde connaît, c'était le personnage populaire et qui représentait la France. Et cette France était recouverte d'un vernis noir, et comme en photographie, nous, on apparaissait comme un révélateur, c'est-à-dire qu'on mettait la pellicule France sous tirage, sous lumière rouge, et puis on faisait apparaître des choses, dont la thématique des prisons, de l'enfermement, de la psychiatrie, des luttes d'une façon générale, de
l'être humain pris dans ce rhizome de contraintes et d'enfermement. Donc c'est vraiment, au départ, Berruyer Noir, c'est vraiment une lutte contre l'enfermement à tous les niveaux, intellectuel, psychologique, physique. Psychiatrique, carcéral. Ouais. Et d'ailleurs, sur la question carcérale, Masto, tu es intervenu aussi en prison dans des ateliers? Oui, j'ai fait ça pendant 12 ans et c'est une sorte de continuité un peu étrange de ce qu'on a pu essayer de partager dans les Berrues, mais ouais, j'ai fait ça, beaucoup dans les prisons des femmes. Et pareil, essayer c'était très au cas par cas en fonction des personnes, de leur capacité de communication aussi, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en prison. Mais voilà, on faisait des albums où ils écrivaient, ils interprétaient, ils composaient, ils interprétaient de la poésie, des textes, des morceaux, des choses comme ça. Apache, Cheyenne, Sioux, Comanche, les Quepons, tous unis contre les flics et les tuniques bleues. Vous étiez animé aussi inspiré par des lectures, hein, beaucoup aussi. Oui, on peut dire que sur la scène, le théâtre et son double d'Antonin Artaud a joué un rôle, dans le sens de casser les barrières entre le public et ce qui se passe sur la scène. On peut dire que les mémoires de Geronimo ont joué aussi un rôle en tant que parole d'un vieux sage qui raconte sa révolte et comment elle a été réprimée. Il y a plein de micro-références en fait dans les textes de Berruyer Noir qui sont liés à des alternatives, à d'autres avant-gardes, comme par exemple Suji Terayama, l'empereur Tomato Ketchup, qui parle de la révolte des enfants, de la libération, de la liberté sexuelle, et puis en même temps du drame que ça peut engendrer quand la machine se met en marche et quand les enfants deviennent persécuteurs. Donc on a plein de thématiques, c'est assez ouvert. Nos textes sont ambivalents aujourd'hui. On ne pourrait pas écrire Casse-tête chinois, un texte vraiment de réappropriation culturelle par des petits blancs qui racontent n'importe quoi sur le monde asiatique. Et en gros, voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont à reconsidérer, mais on avait une dimension humoristique, une dimension de deuxième degré qui permet de prendre la distance. Donc, mais évidemment, il n'y a pas de faille dans le système d'écriture. Alors, une dimension humoristique, mais aussi parfois une dimension quand même très combative. Hein. Masto, tu évoquais les violences faites aux femmes. Enfin, Hélène et le sang, c'est quand même un texte qui est très, très fort. Oui, c'est un sujet qui est dramatique, insupportable, donc évidemment, des choses comme ça. Aussi des choses sur l'écologie. Je crois qu'on partageait un désarroi par rapport à la violence et à l'ultra-violence. C'est pas quelque chose, on n'avait pas de complaisance avec ça et ça nous paniquait ou tétanisait même parfois. Et donc s'informer, c'est aussi une façon de rentrer, de combattre, de pouvoir ranger les choses, de les subir un peu moins frontalement. Ça aide aussi à ça. Ouais, bien sûr. Un fondement punk, là, de toujours tout remettre en question, par principe. Ça ne veut pas dire être suspicieux. C'est même de la bienveillance de remettre en question. Ouais, c'est une pensée critique, le punk. C'est s'intéresser. Donc ça c'est aussi un truc un peu qu'on partageait. Vous avez certaines chansons comme ça qui vous ont peut-être un peu échappé, qui sont devenues des hymnes. Je pense à Salut à toi, Porcherie. Ouais. C'est devenu un peu des emblèmes de votre combat. À partir du moment où tu fais un texte qu'il est balancé, il t'échappe. Hein. L'appropriation par les gens, elle diffère des histoires personnelles des gens et comment elle est reçue et comment elle peut être déformée aussi. Mais ça, je ne dirais pas que c'est plus notre problème, parce qu'on a forcément une responsabilité de base, mais on ne peut pas y échapper. Et ce que voudra dire un texte dans 20 ans, peut-être l'exégèse qui sera faite sera complètement déconnectée de l'idée originale, j'en sais rien. Qui est le ministre de l'Intérieur? Un gros connard! Alors Baston! Ce morceau, c'est pour Charles Pasqua! Baston! 1, 2, 3, 4!
Il y a les mots, mais c'est vrai qu'on voit que là, les mots ont un pouvoir. Vous avez quand même mobilisé autour de vous, malgré tout, un public. Oui, bien sûr. Ça a pu sembler comme une menace, peut-être pour... Pour le pouvoir, oui. Pour le pouvoir, C'est ouais. comme la jeunesse a toujours représenté une forme de menace. Toi qui as travaillé sur les blousons noirs, tu vois, a toujours, toujours initié une forme de menace de la part du pouvoir, savoir qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, pourquoi ils sont comme ça, et voilà, c'est assimilé au désordre. Et avant de rentrer dans la vie jusqu'à 25 ans, voilà, avec un retour dans la vie normale. Mais évidemment, nous, on effrayait parce qu'on pouvait... En fait, les RG avaient juste peur d'un coup de claquette, on fasse bouger 6000 jeunes. C'est ce qui s'est passé pour le concert du Zénith en 88, où les RG sont venus dans la salle du RG du Zénith pour demander au directeur de la salle du Zénith c'est quoi les issues, comment vous allez maintenir tout ça, où il y a eu une enquête en amont pour contenir cette jeunesse qui allait déferler sur le Zénith et pourquoi pas après sur l'Élysée. Donc il y avait ce fantasme complètement aberrant, des rumeurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que la fin de Berrurier Noir correspond justement à votre engagement, à une certaine éthique, une réaction à la société ou à ce qu'était devenu Berrurier Noir aussi? Après, je crois que la fin du groupe, elle est plus liée à des choses internes, une certaine fatigue, usure, parce qu'on n'avait pas une organisation qui faisait que c'était confortable et facile, aussi parce qu'on est des entités assez fortes et très différentes, ce qui crée une force du groupe, mais ça ne rend pas forcément les choses tout le temps faciles. Et puis, c'est pas un groupe qui a beaucoup évolué, en fait, musicalement. Et il y a plein de groupes comme ça, et il y a plein de groupes qui évoluent énormément. Et ceux qui n'évoluent pas énormément, il n'y a pas de mal, mais faut savoir je pense qu'ils ont une durée de vie plus courte. Mais c'est une cartouche, quoi. C'est super, c'est puissant. C'était un choix. Hein. C'était un choix. C'était de naître par hasard et de disparaître volontairement. Mais on est né un peu par hasard sur les débris de l'ancien groupe. Et par contre, on a provoqué notre disparition volontaire et dissolution d'une avant-garde. Et c'était bien fait, je trouve. On l'a soigné, on s'est appliqué. On a pris un an et demi à dire au revoir. On a fait ça en pleine conscience, le mieux qu'on pouvait. D'une façon générale, pour moi, Berrurier Noir ne meurt jamais. Dans le sens où, de toute façon, on a posé les jalons d'une pensée critique sur un certain nombre de choses et on se rend compte que ça continue. Et donc, forcément, la critique, elle est permanente. Ce n'est pas la révolution qui est permanente, c'est la critique qui est permanente et qui permettra peut-être d'avancer, même si j'ai un peu comme Sioran une sorte de vision désabusée de ce monde. Je pense qu'il faut garder cette idée que Berrurier Noir, c'est un outil pour comprendre le monde, le critiquer, l'observer et essayer de le dépasser. Si vous deviez faire découvrir Berrurier Noir à des jeunes, quelle chanson choisiriez-vous ? Noir les horreurs. Elle dit beaucoup et elle le dit merveilleusement bien, avec beaucoup de maladresse. Et c'est touchant. Moi, rien à dire. Je laisse le choix à qui veut.